Hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle chronique du All Geek, avec comme d'habitude les différentes rubriques que vous connaissez, achats, review, et on va commencer tout de suite par les achats. Alors les achats, c'est très simple, j'avais signalé il y a quelques temps, et ça a été repris depuis, l'opération Kiun Carrefour. Et du coup, après de moultes hésitations, passage devant, j'ai pris Barrage, de l'auteur de My Hero Academia, donc Kohei Horikoshi. Voilà. J'ai pris également Poison City qui m'a été recommandé par plusieurs des podcastors. Voilà, plusieurs des podcastors qui m'ont dit que c'était très bien. Donc j'avais lu moi Prophétie, que j'ai bien aimé, qui est en 3 tomes. Donc là c'est Poison City, a priori c'est en 2 tomes. Et c'est donc de Tetsuya Tsutsui. Voilà. Et j'ai pris, parce que c'est surtout ça qui m'intéressait le plus, je vous l'avoue, j'ai pris Secret. Voilà, parce que d'une part, je trouvais que c'était très grosse, très grosse intégrale. Effectivement, Barrage et Poison City sont en 2, celui-ci est en 3, donc c'est vraiment un très très gros pavé. Hein. Déjà, vous pouvez voir par rapport aux deux, et même pas un manga normal, parce qu'effectivement c'est énorme. Pour le prix, 4€, ça vaut carrément le coup. Voilà, déjà, 2 pour 4€, ça vaut le coup, mais alors 3, c'était génial. Donc c'est de Yoshiki Tonagai, je connais pas du tout. Voilà, j'ai lu le pitch comme ça, qui m'a l'air un peu intriguant, donc j'attends de voir où l'auteur va nous mener par rapport à ceci. Et d'ailleurs, j'enchaîne tout de suite avec la première review. Et la première review, c'est Barrage. Parce qu'effectivement, je me suis dit, tiens, My Hero Academia, j'ai lu jusqu'au tome 10, 11, je ne me souviens plus exactement. On m'a dit qu'il y avait plein de choses après qui se passaient et qu'il fallait que je reprenne. Il faudrait que je m'y remette, mais c'est vrai que il faudrait que je les emprunte à la médiathèque. Et bizarrement, il y a beaucoup de réservations sur ce titre. Je ne comprends pas pourquoi. donc bon, j'ai acheté celui-ci. Ce que je me suis dit aussi, c'est que finalement, si ça plaisait pas, je pourrais toujours le donner à mes neveux. Voilà, après leur faire plaisir. Donc voilà, donc j'ai regardé. Alors effectivement, graphiquement, on retrouve l'auteur de My Hero Academia. Hein. Le style, même s'il n'est pas encore aussi affiné que sur My Hero Academia, on le reconnaît. Voilà, le héros qui ressemble comme 2 gouttes d'eau, je sais plus. Enfin bref. De quoi ça parle, Barrage? Donc Barrage, c'est très intéressant, Barrage, en termes de finalité de série. Parce que là on dit ouais c'est un petit typique, etc. En fait je pense que c'est pas du tout le cas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc Barrage, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire d'Astro, un petit... un vagabond, plus ou moins un vagabond, qui a recueilli pas mal d'enfants assez jeunes et qui du coup essaye de vivre tant bien que mal dans une ville dans laquelle le pays est en guerre depuis 50 ans avec des extraterrestres. Voilà. Donc il y a des extraterrestres qui sont tout autour. On voit une carte du monde d'ailleurs qui est assez folle. Donc, ça fait plus de 50 ans qu'ils sont en guerre. Et je ne vais forcément pas voir. Voilà. Hop, vous voyez, là il y a le pays où ils sont dans la capitale, Industria. Donc déjà une partie qui est prise par les extraterrestres et tout le reste est pris par les extraterrestres. Voilà. Donc il y a le roi, mais bon, ça n'a pas l'air de fonctionner trop, il y a des espèces de compromis, enfin ils sont en guerre depuis 50 ans. Et donc ce personnage, par un concours de circonstances, rencontre le fils du roi, qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Le fils du roi lui dit « Ah, je t'ai trouvé, tu vas prendre ma place, et comme ça, moi, je vais profiter de la liberté. » Astro, il se dit « Mais qu'est-ce qu'il me raconte ?» Et donc, il lui donne un objet spécial qui est l'orgue. C'est une espèce de bracelet, apparemment, qui est transmis de génération en génération et qui a permis au roi, qui est âgé actuellement de 98 ans, de sauver le monde quand il était plus jeune. Sauf que le prince en question, lui, ne veut pas, donc il redonne l'orgue à Astro, et à ce moment-là, il se prend une balle dans la tête, et il meurt.
Donc, choc. Et Astro, lui, est alors à ce moment-là récupéré par des soldats qu'il ramène au palais royal et on lui dit il est obligé de se faire passer pour le prince. Le prince à qui on avait confié la mission de sauver la population puisque c'était le seul à pouvoir manier l'orgue puisqu'il était suffisamment jeune pour le faire. Donc, voilà. Au cours de, comme tout shonen qui se respecte, notre héros Astro a des valeurs sur lesquelles il est prêt à donner sa vie. Et là, la première valeur, c'est la famille, qui est quelque chose de très très fort pour lui, qui veut absolument protéger, qui ne veut qu'on ne doit pas se moquer. Et du coup, avec l'orgue, ce qui se produit, c'est que ce bracelet se transforme en une arme qu'il va pouvoir utiliser pour combattre les extraterrestres et rétablir la paix. Donc voilà, ça commence de façon assez simple, en tout cas assez classique, et on lui adjoint forcément un super guerrier, le commandant Tiamat, qui va à la fois le former et l'accompagner dans cette quête. Ils ne partent qu'à deux, ce qui est quand même assez, assez ambitieux, j'avoue, pour rétablir la paix dans le monde, en tout cas dans le pays. Donc on suit finalement un shonen assez classique, où le héros va au fur et à mesure se découvrir des super pouvoirs, entraînement, combat et victoire qui vont l'amener à évoluer de plus en plus. Et là où c'est très intéressant dans ce manga, c'est qu'on voit bien qu'on était parti sur un shonen au long cours. Avec parce que la première mission, c'est de façon assez simple, c'est le petit brigand des montagnes. Voilà. Après, le petit brigand des montagnes, c'est le chef des montagnes. Donc quelque chose d'assez simple. Et on voit bien qu'il y a une montée en puissance à chaque fois des ennemis, vraiment comme un shonen Nenketsu classique. Et on se dit, voilà, au fur et à mesure, il va y avoir de plus en plus d'ennemis, il va y avoir de plus en plus de personnes. D'ailleurs, dans le deuxième tome, la fin du premier tome se termine sur un cliff, et deuxième tome, on introduit un autre personnage, un personnage féminin qui lui aussi a une raison d'en vouloir aux extraterrestres, etc. Et donc on se dit, voilà, c'est le groupe qui va se former au fur et à mesure, avec de plus en plus d'entraînement, de plus en plus de choses, etc. etc. Et très vite, on voit bien qu'on était parti dans cette dynamique de shonen très intense, mais je pense que les ventes, que les retours n'ont pas été suffisants, parce que vous savez, au Japon, chaque semaine, alors ça dépend, je n'ai pas regardé où c'était publié, mais du coup, le Shonen Jump, qui est peut-être le magazine de prépublication le plus classique, chaque semaine un chapitre, le chapitre est noté par les lecteurs, et en fonction du classement, on continue ou on stoppe. Et je pense que ce titre ne devait pas être très bien placé, et du coup, on voit bien que on part sur une dynamique, mais très vite, on stagne et on clôture l'histoire. Voilà. Donc la fin de l'histoire est finalement assez rushée. On a du mal à... Alors, l'auteur a, pour le coup, je trouve qu'il a bien réussi à se rattraper aux branches et à faire une histoire qui est peut-être un peu cohérente, en tout cas qui a du sens quand on le regarde, mais on voit bien que c'est complètement rushé et que c'était pas du tout pour être prévu en deux, c'était prévu pour être un shonen vraiment sur 20 tomes. Donc c'est très marrant de voir ça, de percevoir ça en termes d'écriture. Et voilà. Et c'est bien aussi de se dire que globalement, on dit toujours que l'auteur connaît son début et sa fin. C'est peut-être vrai, du coup, c'est peut-être pour ça que l'auteur a bien réussi à se rattraper aux branches, c'est que finalement, connaissant la fin de son histoire, il a pu à un moment donné amener les éléments qui conduisent à cette fin et clôturer l'histoire. Voilà. Bon. Du coup, c'est une toute petite lecture, ça reste sympathique, mais vraiment anecdotique. C'est du shonen qui est vraiment lambda. Hein. Je vous avouerai que ce qui m'a le plus fait rigoler, c'est les bonus, là, le banquier infernal, qui est vraiment une très bonne idée de l'auteur. En fait, il a considéré que tous les personnages étaient des acteurs, et donc on voit les acteurs débutants, pas débutants, qui demandent des conseils. Je trouvais que c'était très amusant. C'est quelques pages, le reste du manga est sympathique, mais voilà, j'avoue que je suis pas le cœur de cible là-dessus. J'ai passé un bon moment, mais voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. Je pense que
par rapport à My Hero Academia, c'est vraiment, beaucoup de crans au-dessus, hein. Déjà, même si ça reste un shonen classique, le départ est beaucoup plus original. Là, on est vraiment sur quelque chose de très, très trop classique peut-être. Voilà. D'où cet arrêt un peu brutal. On passe à la seconde review. J'ai pris également la médiathèque dans le rayon jeunesse, décidément rayon jeunesse sur lequel je vous ai fait une petite chronique sur Superman écrase le clan, qui est très très bon. J'avais pris les 2 premiers tomes de Miss Marvel. Miss Marvel que je connaissais finalement assez peu, c'est ce que je vous avais dit. Je connaissais plus dans les équipes que dans sa propre série. Du coup, j'avais aucune idée de ce que voulait le personnage. C'est toujours difficile de savoir ce que veut le personnage dans une équipe. C'est pour ça que si on suit les Avengers, par rapport à Iron Man ou Captain America, il est toujours plus intéressant de suivre leur propre série parce qu'on a vraiment quelque chose de vraiment unique par rapport au personnage et on comprend mieux ses motivations. C'est pas la série de groupe qui doit mener, c'est plutôt la série individuelle qui inspire et qui étend vers le groupe et non l'inverse. De fait, je ne connaissais pas du tout Kamala Khan, alias Miss Marvel. Donc j'ai pris ces tomes qui sont scénarisés par J. Lou Wilson et dessinés par Adrian Alphona. Voilà, alors un style graphique effectivement assez particulier, pas désagréable une fois qu'on s'y est mis. Voilà. Alors les origines du personnage et son cast sont expliquées dans les premières pages. C'est quelque chose effectivement. Alors moi voilà, c'est d'une ado Kamala Khan, elle a 16 ans, elle est dit comme telle. Je suis un peu passé de cette période, néanmoins j'aime beaucoup les origin story des héros, donc c'était assez intéressant de voir ce qu'il en était. La scénariste met bien en exergue un certain nombre de caractéristiques du cast de Kamala. Donc, Kamala, sa famille est pakistanaise, elle vient de Karachi. Elle est de confession musulmane et tout ceci joue beaucoup dans le cast et dans sa manière de vivre. Voilà, c'est un fait. Donc ça joue beaucoup sur la perception qu'on peut avoir et assez différente. Je fais un parallèle avec Peter Parker pour lequel on sait qu'il est orphelin et qu'il a été élevé par son oncle et sa tante, il y a un certain nombre de choses mais finalement qui sont assez peu développées en tant que vie de famille. Très vite, dès le premier, dès Amazing Fantasy numéro 15, il perd son oncle. Ça devient son traumatisme et son sacerdoce, mais sa vie de famille avec à 3 finalement est assez peu développée. Alors que là, elle a ses 2 parents, elle a son frère, il y a tout un ensemble qui joue beaucoup sur le personnage. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant et qui permet aussi de voir son évolution. Et il y a un point que je montrerai tout à l'heure qui m'a été aussi, que j'ai trouvé très intéressant, en tout cas bien amené. Donc, Kamala, qui est donc une jeune fille qui ne peut pas faire ce qu'elle veut parce que d'une part elle a 16 ans, donc on ne fait pas ce qu'on veut à 16 ans normalement, et surtout qui se rend compte qu'il y a quand même des choses voilà, où elle voudrait s'intégrer, mais l'intégration est peut-être un peu difficile. Et elle tombe dans une brume. Alors que c'est vrai que là, la brume, je me suis posé la question, un nouveau lecteur, est-ce qu'il peut comprendre cette brume? D'où elle sort? D'où elle vient? Qu'est-ce qui se passe? Alors, moi qui ai un peu plus de bagage et qui mange beaucoup de Marvel, je sais ce que c'est, cette brume. De fait, j'ai tout de suite capté ce qui allait se passer. Mais pour un nouveau lecteur, et même après, je trouve que c'est pas hyper bien amené. Donc, cette brume, c'est quoi? C'est les fameuses brumes tératogènes qui ont été libérées par les Inhumains suite. On remonte. On dit que Marvel c'est compliqué, mais après on peut chercher. Voilà. Qui a été libéré par Flèche Noire quand il a combattu Thanos dans l'event Infinity. Ah oui, bien sûr, par Hickman. Ah ouais, tout a un sens. Et qui a conduit après à l'explosion des Inhumains dans une période où Marvel n'avait pas les droits sur les X-Men au cinéma et donc faisait a priori le minimum sur cette franchise et voulait de fait créer
une autre sorte de X-Men en servant d'une population de super-héros qu'elle possédait déjà, les Inhumains. Sauf que les Inhumains ont toujours été cantonnés à quelques personnages. Il n'y a pas eu de voilà, Flèche Noire, Médusa, Gorgone, voilà, Triton, Karnak, Gueule Noire, Gueule d'Or et Flèche Noire. Le mélange des deux, c'est une fusion peut-être à venir. Mais c'est vrai que des nouveaux personnages qui ont pu être explorés, il n'y en a pas. En fait, il y en a très peu. Il y a beaucoup d'inhumains, parce que on a appris que les inhumains, quand ils passent à un certain âge, ils sont soumis aux brumes tératogènes, ça fait partie d'un cycle d'initiation, ils ont leur pouvoir, etc. Néanmoins, des nouveaux personnages inhumains qui ont réussi à percer et à se lancer, il n'y en a pas tant que ça. Et donc Marvel a profité de cet event, pour le coup, on peut dire qu'il y avait un plan. Est-ce qu'il était bon? J'en suis pas sûr, mais il y avait un plan en disant voilà, toute la population mondiale est soumise à cette brume tératogène, et ceux qui ont un lien plus ou moins profond avec les inhumains vont être enveloppés dans un cocon et développer leur pouvoir. En tout cas, c'était le principe, et du coup, ça crée un rebond de population humaine avec des nouveaux personnages. Et c'est comme ça que ça a été lancé. Il y a eu une série Inhuman qui a été lancée, je crois, par Charles Soule, avec Steve McNiven et après Ryan Stegman, il me semble. Je suis pas sûr à 100%, parce que du coup, je ne l'ai pas lu. Et donc, on est vraiment dans cette mouvance, dans ces années-là. Je ne vous ai pas dit d'ailleurs la date de publication, parce que je suis pas sûr de l'avoir regardé. Mars 2014. Donc effectivement, à l'époque, je pense qu'on était vraiment dans cette période-là. Donc toute cette partie inhumain a donné de nombreuses choses, dont X-Men versus IVX, Inhuman versus X-Men, voilà. Puis la fin de la bombe tératogène qui tuait les mutants, enfin bref, tout un embrignon. Et ça s'est conclu par la mort des Inhumains par Donny Cates, voilà, où lui, il a fait le ménage. Tout ce qui avait été créé, il a zappé. Quoi, il les a zappés? Il les a bien ravagés. Néanmoins, il y a certains personnages, comme Kamala, qu'on découvre au cours de ce tome, et qui, elle aussi, est une inhumaine. Et donc, de par cette exposition aux bombes tératogènes, avait développé des super-pouvoirs. Des super-pouvoirs qu'elle ne maîtrise pas au début, et qui sont d'ailleurs assez flous. Voilà, c'est une optique complètement différente de l'optique, je vais reprendre Spider-Man, Peter Parker. Peter Parker, quand il a ses pouvoirs qui se développent, très vite on comprend ce qu'il en a. Il a un sixième sens, il grimpe au mur, il a une super force. Voilà, c'est hyper simple. Là, pour Kamala, on ne sait pas. Parce que, suite au cocon, quand elle sort du cocon, elle a cet aspect, donc, qui est très différent de son aspect réel, hein, puisque elle est plutôt brune, petite, et là elle se trouve blonde, Captain Marvel en fait, Miss Marvel à l'époque, et on comprend pas trop quels sont ses pouvoirs finalement. Et au fur et à mesure de l'histoire, on va comprendre un petit peu ses pouvoirs, mais ils sont, je trouve, assez mal expliqués. Contrairement à la vision que je pouvais avoir dans d'autres épisodes où elle intervient, justement en team-up ou en team, où là c'est très limpide. Elle a des pouvoirs, elle peut s'agrandir, se rétrécir, elle peut étirer son corps, elle peut grossir des parties de son corps. Voilà, c'était un peu une Elastigirl, mais avec des... Voilà. Pour moi, c'était un peu ça, une Elastigirl inhumaine. Finalement, elle a quasiment les mêmes pouvoirs que Red Richard. Mais bon, en tout cas, c'était mon point de vue, mon ressenti par rapport à ce qu'elle pouvait faire dans les tirs. Donc là, c'est absolument pas clair au début de ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut pas faire. Elle n'arrive pas trop à maîtriser ses pouvoirs. Voilà. Donc ça mouline, je dirais, un petit peu, mais c'est sûrement volontaire pour que à la fois que le personnage, que le lecteur ressente la même chose que le personnage. C'est ce que je vous avais expliqué aussi dans Conan, où Conan, il y avait des dialogues qu'il ne comprenait pas, donc le lecteur, lui, ne comprend pas non plus, donc il a la même situation. Je pense que c'est exactement la même chose que voulait faire le scénariste. Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas.
l'identification est plus facile, peut-être à ce moment-là. Néanmoins, ça peut donner des choses un peu curieuses. Bref, quoi qu'il en soit, elle se découvre ses pouvoirs. Elle a réussi quand même à changer d'apparence pour revenir à l'état. Elle est punie, voilà, parce que ses parents la punissent, ce qui est tout normal. Hein. Elle fait le mur. Bon, bref, c'était pas prévu. Mais tout de suite, ça s'emballe avec effectivement les réseaux sociaux qui sont beaucoup plus mis en avant. Où voilà, une nouvelle Miss Marvel n'existe plus, c'est Captain Marvel, mais qui c'est, etc. Donc il y a pas mal de choses qui se passent à ce niveau-là. Et surtout, ses débuts, donc il va y avoir toute une intrigue avec son ami Bruno, qui tient, qui est serveur, hein, et qui, en fait, dont le frère est un brigadé dans un truc pas très net. Du coup, elle commence à creuser, et là, elle se crée finalement un super ennemi. Puisque en essayant de déjouer les plans de ce méchant, ça devient son arch-némésis, quoi, son ennemi principal. Très vite, on voit aussi je vais essayer de pas trop en raconter. On voit aussi le fait que l'identité secrète est très vite bypassée. De par ce qui se passe dans le café où justement le frère de Bruno, qui a une arme, laisse tomber son arme et une balle qui part, et elle part sur Kamala, et du coup elle est blessée et elle est obligée de se retransformer. Et donc son identité secrète est révélée à Bruno, et ils forment une espèce de duo. C'est plutôt intéressant, puisqu'on n'est pas du tout finalement dans les thématiques. Je reprends à nouveau le parallèle avec Spider-Man, où Spider-Man ne voulait absolument pas révéler son identité secrète de par ses proches, etc. Et surtout ne pas embrigader d'autres personnages. Après, Peter n'avait pas vraiment d'amis au début. C'était le polar, c'était la personne qui était isolée du groupe, et finalement, au fur et à mesure, de par la confiance en soi qu'il acquiert avec ses pouvoirs et certaines choses, il se crée un petit cercle d'amis qui va le suivre au fur et à mesure. Mais au début, effectivement, il n'a pas d'amis. Voilà. C'est quelqu'un de très solitaire, Peter Parker. Ce qui n'est pas le cas de Kamala, qui a une meilleure amie, qui a un meilleur ami, qui d'ailleurs voudrait bien être autre chose que son meilleur ami. Voilà, la friendzone, je crois qu'il n'était pas trop pour. Mais du coup, ça remet une thématique un peu différente, et pour le coup, on peut faire le parallèle avec Ultimate Spider-Man, qui est une vision plus moderne, et pour lequel le thème de l'identité secrète, là aussi, est révélé finalement assez tôt. Mais c'est bien une manière un peu différente de percevoir les choses, et que je trouve assez intéressante. Donc, Kamala va faire son costume, elle va essayer de libérer le frère de Bruno, Vic, elle va se heurter à des super vilains, en tout cas à des personnes qui bénéficient de technologies liées aux super vilains. Plutôt pas mal, c'est plutôt plaisant, ça s'y vite. Par contre, j'avoue que le choix du super vilain, alors attention, spoil, voilà le super vilain. Il a une tête de cacatoès. Ça m'a un peu troublé. En fait, pour tout vous dire, j'avais lu ce tome il y a très longtemps. Mais je l'avais feuilleté. Je l'avais pas lu, j'avais feuilleté. J'étais dans une Fnac, je feuilletais comme ça. Je tombe sur la dernière page, je vois ce personnage, et je me dis non, c'est bon, je laisse tomber. J'étais pas allé beaucoup plus loin parce que c'était vraiment le vilain anticlimatique par excellence. Qu'est-ce que c'est? Ça faisait pas crédible en fait. Il fallait quand même un super méchant un peu d'envergure, je pense, à mon sens, pour vraiment avancer les choses. Bon, j'avance. Voilà ce qui se passe au cours du premier tome, et du coup j'ai lu le deuxième tome aussi. Deuxième tome qui finalement permet de clôturer l'arc avec ce vilain, qui s'appelle, je sais plus comment, l'inventeur. Dans ce deuxième numéro, alors déjà, première chose très intéressante, première chose que j'ai trouvé très bien du coup, c'est que Kamala, qui est punie plusieurs fois, on lui demande d'aller voir le Tchèque Abdullah. Et elle veut pas du tout, parce que le Tchèque, à chaque fois qu'elle entend à la mosquée, c'est plutôt des choses réalisatrices, etc. Mais de fait, ils ont un dialogue, tous les deux. Et un dialogue qu'on peut retrouver finalement dans beaucoup de super-héros. Alors, c'est pas la même chose parce que ça va être au confessionnal, etc. Mais
il va l'aiguiller sur la bonne voie en lui disant des choses très très justes et surtout sans la juger. Et c'est ça qui est très très important. Et il lui donne des très bons conseils. J'ai trouvé que voilà, c'était une vision du personnage qui était fortement négative parce que Kamala ne le supportait pas, etc. Mais en fait, on voit que ce personnage n'est pas mauvais du tout. Il donne des bonnes choses. Donc, alors certes, il est très religieux, hein, mais voilà, c'est comme ça, mais euh, il laisse quand même une liberté à Kamala de faire ce qu'elle veut. Et j'ai trouvé ça plutôt bien amené. Bien amené. Donc, ce qu'il lui dit, c'est que si elle veut aider les gens, bah, il n'y a pas de souci. Elle le fait mal, elle va apprendre, et il y aura sûrement quelqu'un qui va la guider. J'ai trouvé que cette notion de guide était très intéressante. Effectivement, un mentor pour pouvoir guider un jeune super-héros de manière à éviter qu'il parte dans tous les sens et qu'il se blesse. Parce que du coup, Kamala, quand elle essaie de, de sauver Vic, bah, c'est un échec. Elle s'y reprend à 2 fois pour y arriver. Enfin, c'est pas tout de suite que c'est fait. Alors sans trop en révéler, parce que j'ai pas envie de gâcher l'histoire, il y a un team-up avec Wolverine. Wolverine qui était à l'époque, là aussi, continuité quand il nous tient, qui avait perdu ses super pouvoirs, donc qui n'avait pas son facteur auto-guérisseur, donc qui vraiment prend cher à chaque fois. Donc c'est la partie, je crois que c'était Cornell Stegman, après le Cornell Alan Davis. C'est tout un arc, pour la faire courte aussi, là, si ça vous intéresse. Cornell et Alan Davis avaient fait tout un arc en 12, je crois, où Wolverine se voit retirer son facteur autoguérisseur par une entité extraterrestre. Et à la fin, il se bat contre Dents de Sabre, etc. Et moi, j'avais trouvé ça plutôt pas mal. Alors, il y avait des très mauvaises choses, mais l'idée était pas si mal. Et après, il reprend avec Stegman sur une partie, et après, il y a la mort de Wolverine. Tout ceci conduit à la mort de Wolverine, puisqu'il n'y a plus de facteur autoguérisseur au fur et à mesure. Et donc, qui dit plus de facteur autoguérisseur dit qu'à un moment donné, le combat va être trop dur et que il va se passer ce qui va se passer. C'était tout un cycle. Voilà. Je l'avais vu sur Marvel Unlimited, donc j'ai une vision un peu biaisée aussi des choses, mais je n'avais pas trouvé ça désagréable. En tout cas, certaines parties n'étaient pas si mauvaises que ça. Je ne dis pas que l'ensemble n'était pas mauvais, mais il y a des parties qui étaient pas mal, pour faire un petit aparté. Mais c'est pas lui qui va être le mentor, c'est quelqu'un d'autre, parce que Logan, il se rend bien compte qu'elle a eu ses pouvoirs, que c'est pas une mutante. Donc il contacte Captain America, qui contacte Medusa, qui va contacter Kamala, et elle découvre effectivement son lien avec les inhumains et tout ce qui peut se passer. Et donc c'est Medusa qui va le confier à un mentor. Le mentor, je n'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi on lui confiait ce personnage. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais là aussi, ça m'a paru burlesque entre l'inventeur qui est une tête d'oiseau et le mentor qu'on lui donne. Je me suis dit, ça me fait pas rêver, et j'étais assez déçu de ce choix. Voilà. C'est possible, hein, après tout. À la fin de ces 10 épisodes, il me semble, c'est ça. On a la totalité. Alors moi, en termes d'épisodes qui m'ont plus marqué, du coup, dans le team-up, que celui avec Wolverine, qui est pas mauvais, hein, mais c'est quand même l'épisode team-up avec Spider-Man. Voilà, c'est autre chose, monsieur Dame, c'est autre chose. Parce que justement, Spider-Man, lui, il a vraiment vécu cette période ado. C'est pas Wolverine qui a vécu cette période ado il y a 100 ans pour chasser, parce que... Enfin bref. Voilà. Le parallèle pour moi était tout fait entre ce héros qui est devenu accompli, mais qui a eu ses pouvoirs à l'adolescence. Il n'y en a pas 36. Et Spider-Man était, à mon avis, le mentor ultime pour Kamala. En tout cas, dans cet épisode, scénarisé par Matt Slott et dessiné par Jim Coley, voilà, on a quelque chose un vrai team-up entre les deux, avec des messages qui passent. Alors on voit le côté un peu fangirl de Kamala, mais voilà, il y a du message qui passe. Et aussi de l'approbation et du soutien. Voilà. Ça, c'était un bon épisode. Mais ça aurait été bien qu'il soit dedans, mais bon, après, c'est vrai qu'il était très inscrit dans le run de Dan Slott, et que c'était un prélude à Spider-Verse. Bon,
L'épisode était coupé en deux entre ce team-up avec Kamala et le Spider-Verse. Sur ce, n'hésitez pas à commenter, à liker. Dites-moi ce que vous avez ce que vous avez pensé de cet homme, si vous les avez lus, et surtout par rapport aux jeunes super-héros et au fameux à quel moment je peux commencer les super-héros, est-ce que c'est bien, est-ce que j'ai besoin de culture, etc. Ce que vous en pensez. Moi, j'ai la culture, je suis en culture comics Marvel, donc du coup, c'est un peu difficile de dire vas-y, lance-toi. Moi, je pourrais dire vas-y, lance-toi, parce que du coup, je connais déjà tout. Mais voilà, donc dites-moi si vous avez essayé, si vous avez du mal à entrer dans cet univers. Est-ce que vous pensez que les jeunes super-héros devraient être plus génériques et après intégrer l'univers Marvel au fur et à mesure, en tout cas pas être liés à des events qui ne sont pas expliqués. D'ailleurs, il n'y a pas du tout des. Je crois pas qu'il y ait d'éditorial, j'ai pas lu. Ou quoi. S'il y en a un, mais je l'ai pas lu. Voilà, je vais être honnête. Je l'ai pas lu parce que je lis jamais les éditoriaux sur Marvel, parce que moi, j'ai peur soit d'être spoilé, soit de, soit de, soit de savoir déjà ce qui est écrit dedans, donc je ne l'ai pas. Donc n'hésitez pas, commentez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et sur ce, je vous dis ciao.